Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur nos antennes. Bienvenue à l'émission Monde Politique. Nous recevons aujourd'hui un homme de culture, surtout du cinéma, enseignant en réalisation et en production. Il a été un haut cadre du ministère de la Culture, longtemps porte-parole de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles au compte de l'UNESCO. L'homme est militant en politique, membre du mouvement Sens présidé par Maître Guy Hervé Kam, agriculteur après avoir pris sa retraite au niveau de la fonction publique, Razo, connu sous le nom de Razo ou de Lagui. Il s'agit bien de Rasmane Ouedraogo, qui est très bien connu dans le domaine du cinéma. Alors, il est sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue, M. Ouedraogo. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre émission. Nous allons parler politique, nous allons parler de justice, nous allons parler également des défis de la transition actuelle. Vous avez fait le choix de militer dans le mouvement Sens. C'est vrai que votre engagement politique ne date pas de maintenant, de l'époque révolutionnaire jusqu'à maintenant. Et là, vous avez fait un saut, un grand bond en avant. Lors de votre premier passage à Monde Politique, vous avez expliqué comment est-ce que vous avez découvert le mouvement Sens, c'est en suivant la télé, et vous avez fait le choix d'y militer. Alors, lors de des dernières élections législatives et présidentielles, vous avez fait acte de candidature aux élections législatives. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, ceux pour qui ça a marché également ne sont plus députés, compte tenu du coup d'État qui a eu lieu le 24 janvier dernier. Alors, quelles leçons tirer de cet engagement politique et qui a fait que vous avez même été candidat? Quelles leçons tirez-vous après déjà ce parcours? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez. Et vous allez accepter que je puisse faire une contorsion un peu à votre émission, parce que nous sommes dans une période de Pâques, une période de carême, chrétiens ou musulmans, donc une période de contrition, une période de pardon, de remise en cause de soi, et aussi d'élévation spirituelle, mais aussi sociale, de vie tout court. Donc je voudrais juste demander et prier le bon Dieu pour que la paix se réinstalle dans mon pays, qui est aujourd'hui meurtri par un mal venu d'ailleurs, parce que l'on sait que ce n'est pas dans nos habitudes d'en arriver là. Mais nous vivons la situation, aussi bien que nous demandons à Dieu d'intervenir, d'y apposer sa main et sa clémence. Et c'est aussi le moment de rappeler que nous aussi nous avons des devoirs vis-à-vis de ce pays et que peut-être que quelque part il faut se mobiliser pour y arriver. Donc merci de cette occasion. Maintenant, pour répondre à votre question, vous avez entre autres, ce que je retiens, que je me suis retrouvé candidat au nom de Sens à Ouaïga. Quelque part, j'y allais sans la conviction et sans forcément le désir d'être élu. Je suis parti pour relever un défi, parce que je suis du Nord, je suis du Yatanga, et on sait que c'est une zone de forte influence politique, et même à mon âge, c'est étonnant parfois que je puisse avoir un choix personnel que celui qui est défini par la famille, par exemple. C'est Yatanga, qui dit Yatanga parle du RDA, parle de la lutte contre le MLN de l'époque et tout. Donc c'est un terrain où, j'allais dire entre guillemets, c'est pas tout le monde qui arrive à s'exprimer. J'ai dit tant qu'à faire, le Yatanga n'est pas une chasse gardée. Moi je vais avec Sens pour dire qu'il y a d'autres possibilités de choix, qu'il y a d'autres offres politiques et que, en l'occurrence, moi-même, je m'inscris dans l'offre
proposé par sens. Mais je rêvais pas, je ne pensais pas arriver et bousculer les choses qui sont là, mais je suis venu pour dire seulement que la contradiction est possible et que ça existe. C'est ça qui nourrit la démocratie. Vous comprenez parler, c'est comme si vous êtes allé sans trop de conviction. Pas de conviction de mes idées, mais je suis allé sans la conviction d'être élu tel que ça s'est passé, parce que je connais aussi le terrain politique et seul tel que je partais, je savais que je ne pouvais pas faire. C'est pas on revient pas sur ces aspects. Il y a la corruption politique. Les attendants le connaissent. Mais c'est l'argument que beaucoup de perdants utilisent. Quand ils ne veulent pas jouer les bons perdants, ils disent c'est la corruption. Est-ce que sur le terrain, vous étiez bien assis? Nous avons été écoutés. Mais seulement je raconte souvent une anecdote. Dans mon propre village où j'étais presque sûr d'être élu, la veille, l'urne a disparu. L'urne a disparu. Voilà. Et on devait aller à près de 8-10 km pour voter. Or, il y a une histoire, il y a un problème historique entre ces deux villages qui fait que les gens de mon village ne veulent jamais se sentir dépendre de cet autre village, parce qu'il a été créé, c'était un centre plus politique avant longtemps. Donc, mais les gens de mon village ont dit ils n'iront jamais voter dans ce village-là. Donc, du coup, j'ai pas eu les voix de mon village. Mais ceux qui l'ont fait savent. Ils connaissent ce problème-là. Donc, c'est vrai qu'ils connaissent. Et d'ailleurs, même en plaisantant, ils l'ont dit, mais Raz, toi-même, tu sais que tu étais avec nous à un moment donné, tu connais bien nos méthodes. Hein. Donc voilà, c'est un terrain, c'est Waïbia comme ça. Et il faut travailler justement à décanter, à enlever ces choses-là, que ce n'est pas ça la politique. On est resté longtemps dans ça, c'est pour cela que nous n'avançons pas. Donc il faut leur donner le choix d'autres offres politiques. Alors c'est vrai, le mouvement Sens a fait le choix de battre la campagne autrement. Alors à la fin, ça donnait le résultat également qu'on connaît. C'est pourquoi je posais la question de savoir quels sont les enseignements que vous avez pu tirer. Est-ce que vous avez l'impression que cet autre discours-là, il va marcher? Cet autre discours va marcher parce que c'est quelque temps après que le régime est tombé. Parce qu'en quittant, je leur ai dit, moi je ne viens pas pour vous flatter. Je ne viens pas pour vous faire des cadeaux. Je n'en ai même pas. Et même si j'en ai, je ne vais pas vous donner 5 francs. Parce que très souvent, quand ils finissent, ils viennent que le prix de l'eau. On sait ce que ça veut dire en langage un peu ésotérique. Le prix de l'eau, ça veut dire le prix de notre mobilisation. Ça veut dire le prix de l'essence. Parce qu'on a vu des jeunes qui avaient des badges de tel ou tel parti arrive aujourd'hui, ils collent le badge et puis ils s'en vont prendre de l'essence, tel autre vient demain. Nous on dit on ne donnera même pas 1 centilitre d'essence à quelqu'un. Mais nous sommes venus vous parler de la vérité. Nous sommes venus vous parler des mots qui nous minent. Nous sommes venus vous parler aussi des espoirs qui sont permis. C'est-à-dire, nous sommes une zone sahélienne, nous avons très peu d'eau. Qu'est-ce que nous pouvons, par exemple, faire pour tirer du meilleur de la terre? C'est sur ces thèmes-là, nous, on peut vous apporter quelque chose. Mais si c'est pour venir vous dire qu'on va construire telle chose, on va vous nommer à tel endroit, on n'est pas des bons candidats. Du reste, pendant cette campagne, on est venu avec des tracteurs, des machines, pour promettre des routes. Je leur ai dit, après 3 jours des élections, si vous voyez ces machines-là ici, venez prendre ma tête. Les tas de cailloux sont toujours sur les mêmes routes et ça n'a pas bougé. C'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. D'accord. Alors, vous estimez que effectivement, vous êtes parti pour prêcher un discours de vérité. Alors, maintenant, il y a d'autres enseignements certainement que vous avez pu tirer. Vous avez pu voir le poids de l'argent sur l'électorat, mais est-ce qu'à la fin, vous pouvez dire notre message est passé? Notre message est passé. C'est pour cela que je dis à quelques malheurs est bon. Parce que ce qui est arrivé, l'événement politique qui a suivi, c'est le renversement
du gouvernement et du régime. Ça veut dire que, quelque part aussi, on était sur du faux. Ce qu'on a dit sur le terrain s'est vérifié quelque temps après. Ce n'était pas un souhait, mais ça s'est vérifié parce que tout était fait sur du faux. À Waïguia, il y a des partis qui ont été élus sans y avoir apporté un candidat. Vous voyez comment la chose est assez grosse. Avoir un député sans y avoir battu campagne. Sans avoir battu campagne. Ça, ce sont les trouvailles des élections au Yatanga. D'accord. Mais vous, à votre niveau personnellement, quelles sont les leçons que vous avez apprises à ce niveau de la compétition? Moi, je pense que nous devons continuer à prêcher cette vérité que seules les idées vont finir par triompher. Il faut qu'on soit avec les populations, qu'on partage leurs préoccupations et qu'ils aient l'impression, il faut leur donner cette certitude-là que c'est d'eux qui émanent le pouvoir pour aller au sommet. Et non l'inverse. Aujourd'hui, c'est la pyramide inversée. C'est le haut qui décide pour la grande base. Or, c'est la grande base qui devait impulser la dynamique vers le sommet. Pour le moment, moi je pense qu'il faut qu'on travaille à ça et c'est une grande réflexion politique de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit la base qui ait le pouvoir de décision réel. D'accord. Alors sur ces questions, c'est vrai que sur les questions de la transition, les défis de la transition, nous allons y venir, mais déjà, le Premier ministre, dans son adresse au niveau de l'Assemblée législative de transition, a affirmé que sur les questions de financement, ça va être plus regardant. On envisage le plafonnement des dépenses de campagne. Est-ce que vous êtes du même avis sur ce point? Je suis du même avis pour le plafonnement parce que c'est un programme qu'on vend. C'est des idées. C'est un projet de société qu'on propose. Ce n'est pas l'argent. Ça ne doit pas être l'argent. Ça ne doit pas être l'argent. Mais est-ce qu'on peut battre campagne sans argent? Si. Nous l'avons fait sans argent. Vous allez dire, vous allez dire à 0 francs. On est parti comme tout le monde. On rentre dans le même véhicule pour aller. Il n'y a pas de cortège. On s'en va et on va, on dort avec la population. Mais il faut qu'ils sentent que nous partageons les mêmes préoccupations, qu'on connaît leurs préoccupations. Ils sont partis aujourd'hui, est-ce qu'ils sont repartis à Waïguia? Mais moi je suis sur la route de Waïguia tous les jours, parce que c'est chez moi. C'est ainsi qu'ils vont aussi apprendre à faire la part des choses. Que la politique, ce n'est pas venir un seul moment, nous parler, nous promettre des choses, distribuer de l'argent, des t-shirts et repartir. Il y en a que, s'il n'y avait pas eu le coup, peut-être c'est au bout de 5 ans qu'ils vont repartir encore à Waïguia pour battre campagne. Est-ce que c'est ça? C'est même une question morale de se jouer des paysans de cette manière. Parce qu'ils n'en ont pas. Ils ont besoin de quoi manger. Donc, parfois, c'est à ce prix-là qu'ils vont gagner quelque chose. Et ils rentrent dans le jeu. Et au fur et à mesure, ça devient une habitude et ça finit par façonner une personnalité. Oui, mais M. Ouedraogo, plafonner les dépenses est une chose. Pouvoir surveiller aussi les entrées, c'est-à-dire qui finance, par quel circuit les partis politiques gagnent l'argent pour financer. Mais vous croyez que si les autorités s'organisent, ils ne peuvent pas trouver les outils de contrôle? Mais est-ce que ce n'est pas mieux de mettre l'accent sur le contrôle des circuits plutôt que de plafonner? Mais c'est la même chose. Parce que les circuits de contrôle, vous allez les contrôler jusqu'où? Tant que c'est peut-être au niveau national, vous avez une maîtrise. Mais quand ça sort du cadre du national, parce qu'on connaît beaucoup de chefs d'État, beaucoup de politiciens qui vont aller faire même les prêts hors du Burkina pour venir. Mais indirectement, ils sont en train d'endetter le Burkina. Parce que quelque part, le jour où tu seras président, il faut que tu trouves bien quelque part
une façon de rembourser. C'est comme ça on distribue les marchés dehors. Donc c'est-à-dire qu'on peut retenir que dans cette campagne qui vient de se dérouler, vous avez appris que véritablement il y a le clientélisme, il y a la corruption électorale, l'achat de conscience et tout. Mais vous, à votre niveau, au niveau du mouvement Sens, c'est comment est-ce que vous comptez renverser la donne? Je pose la question parce que s'il faut attendre les périodes de campagne pour aller prêcher autrement, alors que l'argent roi a déjà commencé à circuler, mais c'est peine perdue. Parce qu'en hors saison de campagne, on ne voit pas les partis politiques. Nous ne courons pas derrière les postes et les responsabilités. Même si cela va prendre du temps, il y aura un moment où nous serons entendus et écoutés. Mais comment on renverse la situation si on n'est pas à des postes de responsabilité? Ce n'est pas la responsabilité. Vous voyez, vous retournez encore au niveau du clientélisme. C'est parce que je suis ministre ou directeur général que forcément on est avec moi. Ça veut dire acheteur de conscience. Nous disons que non, ce n'est pas ça, c'est la manière de vous parler. Les projets que je vous présente, par exemple, je suis allé à Waïga. Vous savez que je suis très adepte de la culture maraîchère. Je dis, vous avez, par votre travail, vous avez un panier de tomates. Moi, par l'apport innovant que je peux vous proposer, vous aurez 10 paniers de tomates. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Et avec preuve à l'appui, parce que je ne parle pas en l'air. Moi, je fais de la pomme de terre à Waïguak, sauf cette année, par exemple, avec les problèmes de sécurité. Je n'attends pas que quelqu'un vienne faire. Je montre que c'est possible d'être au ministère, c'est possible d'être dans des avions, aller partout et revenir faire de la pomme de terre chez moi. En utilisant des méthodes que je maîtrise et en invitant d'autres à s'y imprégner. Voilà la façon de montrer le chemin. Sinon, tout le reste, on en reste là. Même l'Europe, partout maintenant, on parle de plafonnement. C'est la voie de la transparence aussi. Et faisons déjà cet essai-là. Essayons déjà voir si on va y arriver ou pas. Alors, pour ceux qui suivent à la radio Watt FM, je rappelle que vous êtes à l'émission Monde Politique et notre invité du jour, c'est M. Rasmane Ouedraogo. C'est un homme politique, membre du mouvement Sens. Nous parlons de leçons tirées lors de dernières législatives. Alors, M. Ouedraogo, nous allons évoluer. Il y a que nous sommes dans une transition actuellement. Les questions de justice se posent. Vous avez longtemps côtoyé, le président Thomas Sankara. Vous avez été avec lui à Addis Abeba lors de son discours historique sur l'économie, sur la dette. On se rappelle également que vous aviez voyagé avec lui par rapport à la promotion du Faso d'Anfani, où il y a eu effectivement un vol de tout pour emmener encore du tissu parce que ça manquait. Le procès est terminé, le verdict a été rendu. Quel est votre regard sur cette justice comme on appelle ça, ce procès qui a duré pratiquement 6 mois et qui vient de connaître son épilogue, même si certains ont interjeté appel? Nous sommes dans, je le disais tantôt, dans le mois de carême, mois de contrition et de pardon. Chose à laquelle je crois profondément. Je crois aussi aux outils que la société s'est donné pour réguler sa marche, notamment la justice. Mais je pense que, et je vais vous faire un aveu, moi pendant 3 ans, j'ai hébergé la famille de Bamouni Paulin, qui est mort aussi avec Sankara. On m'en a voulu. Pourquoi j'ai fait ça? À l'époque, j'ai dit, même si c'est dans l'autre camp, je l'aurais fait. Ne mélangeons pas les choses. Ceci étant, vous avez pu suivre aussi la déclaration de mademoiselle Céline Bamouni, qui disait que elle est prête au pardon, pour peu qu'on vienne lui demander ce pardon. Ça veut dire pour peu qu'on reconnaisse
sa responsabilité. Je laisse 3 points de suspension parce que je ne sais pas si c'est en cours. On parle d'interjection, d'appel. Mais je voudrais aussi qu'on n'oublie pas cet aspect-là. Qu'il y a les problèmes de la justice, mais il y a aussi cette démarche de demande de pardon. Je ne parle pas de réconciliation. Hein. Ça, c'est une question à laquelle je ne crois pas. Mais je crois plutôt au pardon. Et le pardon est possible. Si aujourd'hui, nous avons tant de problèmes, c'est parce que justement nous avons laissé les déchirures succéder aux déchirures, sans aucun moment pour essayer de soigner les premières plaies. Et soigner, c'est quoi? Soigner, c'est demander pardon, c'est donner le pardon. Il est plus sincère que la mise en scène de la réconciliation, là. Je n'y crois pas, mais je crois au pardon. Donc, on peut arriver à ça. Le pays en a besoin. Si fait qu'aujourd'hui, on s'est tellement détesté que c'est même, je m'en plains souvent, je dis, on a l'impression qu'on n'a même pas d'amour pour notre propre parti, notre propre patrie. Tellement nos haines, les rancunes se sont cristallisées, on oublie qu'à côté ou autour de nous ou en nous, il y a ce qu'on appelle le Burkina Faso. Et c'est ça l'essentiel. Donc, je pense qu'on peut arriver au pardon. Alors, mais ça suppose de la démarche. Alors qu'il y a une justice qui est là, mais aussi à cette démarche de pardon que vous évoquez. Je pensais, vous savez, je vais vous faire une révélation. Au décès de Norbert Zongo, pendant que les politiciens se sont emparés du sujet, les syndicats, la presse, j'ai eu l'audace, le courage, peut-être la témérité d'écrire au président Compaoré pour lui dire: Norbert Zongo était Nyanywaga. Vous suivez? Les Nyanywassés ont une certaine relation avec les 5 chefs, les Dima. Si ceux-ci-là pouvaient dépêcher quelqu'un pour aller voir la famille de Norbert pour demander pardon, je vous assure que le problème aurait été résolu. Ils ont commencé, mais quelque part, ça a été suivi de spectacles, de retransmissions, de salutations. C'est des aspects qu'on ne montre pas dehors. Et ça, c'est au niveau culturel qu'on accuse cette faiblesse-là. On a des outils sur lesquels s'appuyer pour résoudre certains problèmes, beaucoup de problèmes. Mais les ignorer ou ne pas savoir les manœuvrer font que très souvent on va dans les décors. Si ce n'est pas aujourd'hui, je n'en ai jamais parlé. Mais je pense que c'est possible. Il y a des possibilités de résoudre. Il y a l'aspect justice officielle, mais il y a toute la démarche en bas. Nous sommes burkinabés, nous sommes africains. Ce n'est pas le spectacle qui résout le problème. La façon de faire résout souvent des problèmes plus que d'autres manières. Mais justement, dans cette démarche, qui va vers qui? C'est l'État qui est le père de tout le monde. Mais l'État dit dans le principe de la séparation des pouvoirs, je ne m'en mêle pas. Le gouvernement ne se mêle pas des questions de justice. Ceux qui disent parlementaires disent il y a séparation des pouvoirs. Finalement, qui va prendre le lead? Parce que si le gouvernement prend le lead, on dira que c'est une intrusion au niveau de la justice. Mais aussi, le gouvernement peut avoir l'intelligence aussi de ne pas... Je dis c'est dans la discrétion que beaucoup de choses peuvent se résoudre. Ce n'est pas une façon de revendiquer des paternités. On veut tous résoudre un problème. S'il faut passer par là,
oublier les problèmes de force régalienne. Non. Quand il s'agit d'intérêts supérieurs, on oublie parfois tout ce que Montesquieu et autres nous ont enseigné. On redevient nous-mêmes et on arrive à résoudre ça. Alors, comme vous parlez de pardon dans ce sens, notre confrère, le journaliste Adama Ouedraogo Damis, a même fait la proposition. J'ai lu son écrit. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je n'ai pas beaucoup apprécié son ton. Ah, son ton. Et le contenu, bien sûr. Qu'il ait proposé tout court, mais qu'il mette en comparaison Mandela et Mariam, c'est... Ou alors c'est une bravade, ou alors je ne sais pas à quoi il joue. Nous ne sommes pas dans la même situation. Mais puisque c'est une situation de demande de pardon. Mais ce n'est pas comme ça. Vous avez déjà vu celui qui a été blessé se lever lui-même par dire buvons du café. C'est les termes même utilisés. Le boire du café ne rentre pas dans le cadre du pardon. C'est l'expression, quand vous la lisez, elle est plutôt insultante. Mais je suis d'accord qu'il y ait eu... Moi, j'ai été parmi ceux qui ont voulu prôner, j'ai dit, je suis prêt ici, même si c'était dans cette maison, j'ai dit, je suis prêt à conduire une mission pour aller demander à ce que le président Compaoré revienne. Oui, vous l'avez dit, oui. Dans une certaine dignité. Mais pas aller, comme les images qu'on a vues, avec des gens qui sont partis lui poser le bras sur les épaules comme un camarade. Lui aussi, bon, il s'est laissé avoir en ignorant le phénomène de la communication. Ça peut se résoudre. Même aujourd'hui, Compaoré peut revenir. Mais c'est dans la manière de le faire. Alors, vous pensez que Mariam Sankara peut également aller à Abidjan pour dire je pardonne à Blaise Compaoré? Pourquoi vous ne pensez pas que Blaise Compaoré peut envoyer sa propre famille, même qui est à Zinaré, aller demander pardon à la famille Sankara? C'est quand même eux qui c'est pas dans leur rang qu'on compte le mort là. Pourquoi on fait pas? Pourquoi il n'a pas proposé la marche inverse à Blaise Compaoré? Lui demander de venir. Je vous jure, s'il vient, nous tous on l'accompagnera, aller à Dapoya pour aller demander ce pardon-là. Mais dire à Mariam de partir à Abidjan, quand on connaît le contexte, pourquoi aller à Abidjan? Pourquoi elle va aller? Mais pour le pardon, il n'y a pas de sacrifice de trop. Il y a la manière. Si vous êtes imprégné de nos valeurs culturelles, ce n'est pas à elle. Elle est femme. Allons-y jusqu'au bout. Elle est femme. Au nom de quoi elle va aller? Mariam, ce n'est pas le Burkina. Mariam, ce n'est pas la famille Sankara. Avant d'être la femme de Sankara. Allons jusqu'au bout de la réflexion pour voir qui doit faire le déplacement. Il ne faut pas on prenne seulement parce qu'on connaît le français, on balance ça comme ça, voilà, pour montrer. Je trouve même que ça a été maladroit. Alors, vous prenez le pardon par la réconciliation nationale, par la réconciliation, disons. On a vu également le comportement du général Gilbert Diendéré qui a choqué plus d'un par rapport à son salut et tout ce qui s'en est suivi. Alors, vous avez suivi ces événements de près, vous avez travaillé aux côtés de Thomas Sankara, après vous, tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est facile Vous savez quoi? J'ai été gêné. Parce que moi aussi, je m'attendais à ce qu'il ait de la contrition pendant tous ces procès-là. Quand il a présenté ses condoléances aux familles, on ne fait pas ça et puis sortir tout de suite. Mais tout ça, bon, c'est... Quand quelque chose va arriver, comme on dit, ça se fait. Il a peut-être dû regretter tout de suite après, parce qu'il a dû comprendre
le sens politique qu'on allait donner à son geste. Je suis sûr que si on le réinterroge, il dira qu'il regrette d'avoir fait ça. Ceci étant, même lui, aujourd'hui, c'est bizarre, mais dans mon cœur, à part les démarches de justice qui vont jusqu'à la réparation, je n'ai pas de haine pour Gilbert. Moi, je vais jusqu'au bout de la révélation aujourd'hui. Moi, il m'arrive, par exemple, d'échanger des messages Messenger avec Fatou Diendéré. Et vous parlez de quoi? De pardon. De la nécessité de demander pardon. Parce que je la connais. Donc je me donne cette liberté de lui dire. C'est comme de la même manière, j'ai mené campagne ici pour demander à ce que Djibril soit évacué à Paris. Ah, vous faites partie de ceux qui ont mené cette campagne? Oui. Mais au tribunal, quand j'ai été interrogé, j'ai dit quelles sont nos relations, mais là où je ne suis pas d'accord aussi avec lui. Mais ça ne m'empêche pas de lui parler. Et que vous a répondu Fatou Diendéré? Elle semble, moi de ce que je tire, que c'est une femme blessée aujourd'hui, qui se sent seule, qui bouge parfois pour attirer l'attention sur le cas de son époux. Voilà le cadre dans lequel parfois il m'arrive d'échanger avec. Alors elle, dans son cas, demandait pardon à qui, par exemple? Qui? Fatoumata Diendéré. Mais tout, c'est-à-dire il y a tout un régime qui a travaillé à créer ces conditions-là. Le pardon, ce n'est pas seulement une personne, hein. Il y a beaucoup. C'est-à-dire il faut qu'on accepte ça, qu'on passe par là. Alors, mais quand vous dites que vous ne croyez pas à la réconciliation, est-ce que tout non, ça la réconciliation, c'est un théâtre, cinéma, là, je ne suis pas dedans. Aller jeter les pigeons, là, encore au stade, je n'irai pas. Parce que je n'y crois pas. Mais très sincèrement, de vous à moi, si moi je vous rencontre, notamment, ou bien je me fais accompagner, je viens dire, par rapport à tel ou tel problème, vraiment, je regrette et je demande votre pardon. Si vous acceptez me dire vous m'avez pardonné, c'est définitif. C'est définitif. Nous-mêmes, quand on part à la main, je suis parti à la main combien de fois. Mais avant d'y aller, là, on dit demande pardon. C'est vrai, tu ne peux pas parler à tous les Burkinabés. Mais en ton fort, tu t'enfermes dans ta mosquée, tu dis Dieu, je suis en train de venir vers toi. Tu es le pardon. Je viens pour que tu me pardonnes. En retour, moi aussi, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé et je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. On ne part pas à la Mecque en disant je pars, je vais revenir, on va régler le problème là. Non. Je demande pardon là, ça veut dire quand je vais revenir, c'est fini, on ne parle plus de ça. Mais la réconciliation, phénomène officiel, géré par des décrets, des arrêtés, ça concerne qui? Alors, avec un ministre qui s'en occupe, que vous connaissez également bien. Un ministre qui s'en occupe, mais qui risque d'arriver au même résultat. Par contre, j'ai appris quelque chose de nouveau, qui est peut-être rassurant, c'est le fait de s'adresser à certaines personnalités burkinabés qui peuvent aider à la réflexion. J'ai entendu parler de l'apport du chèque de Douri et autres. Donc c'est des personnalités qui connaissent le terrain et qui sont des personnalités morales
qui peuvent aider. Vous voyez qu'on revient à la morale toujours. D'accord. D'après, nous allons revenir par rapport à ce dialogue-là au niveau des défis de la transition. Mais pour clore ce chapitre-là, vous avez... je peux savoir également que vous avez été juge TPR. J'ai été juge TPR du temps de la Révolution. C'était le premier procès à côté de Maître Ouedraogo Alidou, le regretté Komisambo, et tant d'autres. Alors si on fait la comparaison avec la justice classique, celle qu'on a aujourd'hui, par rapport à régler les dossiers, certains dossiers de la République. Avant de faire cette comparaison, je voudrais dire seulement que c'est le rôle hygiénique de ces TPR. Parce que Sankara l'a dit, ce n'est pas tant le fait de condamner quelqu'un, mais c'était de montrer que c'est possible de le faire. Déjà, qui savait, qui osait penser qu'on peut juger le président, les présidents, des ministres. La Révolution a montré que c'est possible. La Révolution a montré que partout où l'argent de l'État a été utilisé, il faut le ramener. Ça, ce sont les leçons. Ce n'était pas, beaucoup ont cru que c'était pour humilier, non. C'était très hygiénique. Et on l'a fait. On l'a fait aussi parce que il a permis de nous montrer un peu, c'est là où il y a le revers, comment on en arrivait facilement à détourner l'argent. Mais le fait est que justement à la sortie de ça, d'autres maintenant ont trouvé des contre-mesures pour contourner justement ce double. Au lieu d'en faire des leçons, il y en a qui se sont servis plutôt pour améliorer le système de corruption et de détournement, quoi. C'est là où il faut le regretter. D'accord, effectivement, quand on vous écoute, il y a ces leçons-là à tirer. La transition actuelle également a promis de lutter contre la corruption. Il y a des audits qui sont lancés. Par rapport à l'assainissement de la gestion des deniers publics, qu'en pensez-vous? Comme nous sommes également en transition. Le discours est belle, le discours est beau, la promesse est belle. Il faut aller à l'action. Et je le disais à d'autres moments qu'il y a déjà des dossiers. C'est-à-dire dans le cadre de la transition, qui a besoin tout de suite justement d'être dans l'action et de prouver qu'il est venu pour une mission salvatrice, il a déjà trouvé des dossiers. Il n'y a pas à attendre. Le RENLAC et consorts, ils ont déposé des dossiers qui sont là. Il faut y aller, nous montrer vraiment cette volonté d'assainir. Mais pour la plupart, c'est des dossiers qui sont instruits ou pas, mais en attendant, il y en a aussi qui sont en justice. Est-ce qu'en ce moment, c'est... Il faut les réveiller. Comme vous dites, il y a des dossiers en justice. Il y a des dossiers qui ne pouvaient pas se juger du fait de certaines présences. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc pourquoi ça traîne? Il faut juste les réveiller. Donc il faut qu'ils aillent tout de suite sur le terrain pour nous montrer vraiment leur volonté de le faire. Tout comme sur le plan militaire, je parle souvent, histoire de les taquiner. Il faut, voilà, la brousse, c'est pas à Ouagadougou, on assure la sécurité du peuple burkinabé. Mais il faut s'organiser avant d'aller. On devait être organisé avant de prendre le pouvoir. Et vous n'avez pas cette impression? Non. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Vous avez vu la liste des députés, là? Entre guillemets. Oui, c'est... Le premier de la liste proposée par le président, où il est, a été nommé comme ça, sans enquête, sans rien. Vous avez vu même, je regarde un peu la configuration de l'Assemblée. Il y a combien qui peut vraiment discuter de lois, qui comprennent les enjeux? Tout ça, ça me gêne. Moi, j'aurais voulu, ils sont venus, c'est une situation exceptionnelle, c'est un État exceptionnel. On prend le pouvoir par ordonnance, on avance. Alors, on ne se met pas encore dans le chemin d'un régime normal.
Alors, puisque pour ceux qui nous suivent à la radio, je rappelle que nous sommes avec M. Rasmane Ouedraogo, qui n'est plus à présenter hein, pour ceux qui suivent le cinéma, c'est Lagui, Razo. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est un homme politique, membre du mouvement Sens, que nous recevons pour vous. Nous allons parler effectivement des défis de la transition, d'ailleurs, puisqu'on y est. Vous parliez déjà de l'Assemblée législative de transition qui ont été nommées par les différentes entités burkinabais. Pour vous, les premiers défis de cette ALT, ça doit être quoi? Enfin, j'ai tendu l'oreille tout de suite parce que vous avez parlé qui ont été nommés par des entités. Oui, le chef de l'État. Il y a la liste du chef de l'État, les entités de la société civile, les entités politiques, les régions qui ont chacun avec son quota qui n'est pas... Bon, on ne va pas refaire l'histoire parce que on sait que c'est pas... tous les partis n'ont pas envoyé déjà. Parce que les partis politiques, d'ailleurs, c'est 8 personnes. Voilà, et que il y a des OSC les plus représentatifs que je ne retrouve pas dans ces compositions. Bon, il y a même la façon de composer le groupe avec des ensembles qui sont nommés ou qui ont été désignés. Donc je ne pense pas que ça fait partie des méthodologies adoptées pour asseoir l'Assemblée nationale en temps normal. Bon, je comprends qu'on ait changé le nom en Assemblée législative de la transition, donc collé seulement à la transition. Bon, ça, oui. Mais donc, voilà, c'est autant d'éléments. Oui, en termes de travail de qualité, apparemment, vous êtes pas optimiste. Oui, je ne suis pas très optimiste parce que, bon, déjà, quand j'ai entendu que ça n'a pas beaucoup marché pour la formation du bureau des commissions. Parce qu'on voulait juste transposer ce qui se passait dans un cadre normal pour parler des chefs de file, de quoi. Or, il n'y a pas de file. Il n'y a pas de fil, il y a des regroupements de certains partis. Bon, et la difficulté, c'était de nommer, de dire qui va être à la tête. Donc, or, c'est un problème de vision, c'est un problème de programme politique, c'est un problème aussi d'offres politiques. Ces gens-là, sont-ils allés là-bas avec des offres politiques ou bien sont-ils allés pour discuter de l'offre politique de la transition? Parce que pour le moment, on en est là. Ils sont venus et on est venu leur lire un document, le discours à la nation. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité, comment ils vont aller le discuter avec leur base? Si base il y en a. La meilleure formule devrait être quoi, par exemple, selon vous? La meilleure formule, c'était, j'ai dit qu'il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire? Mais qu'ils nomment, qu'ils prennent le temps de nommer des personnalités qui vont les aider à résoudre ponctuellement des problèmes. Parce qu'en ces temps précis-là, c'est quoi? Ce n'est pas pour résoudre des problèmes de marchandises qui rentrent au Burkina. Les commerçants savent très bien s'organiser. Ce n'est pas pour résoudre le problème de l'agriculture. Les gens, de toute manière, vont cultiver. Nous sommes dans une transition. Apparemment, je pense que les textes fondamentaux doivent être revus. Ça veut dire qu'il faut des gens qu'il faut pour les relire et proposer une autre organisation sociale. Or, l'Assemblée telle qu'elle est configurée, je ne pense pas que ce soit ceux-ci-là qui vont rédiger une nouvelle constitution. Ce n'est pas un mépris. D'accord. Mais il y a aussi l'autre défi, c'est vraiment la question sécurité, parce que c'est sur ça que Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses camarades se sont basés pour prendre le pouvoir des mains de Roch-Marc Christian Kaboré. Aujourd'hui, ce qui est donné de voir, c'est le dialogue. Ils disent dialogue, mais pas négociation. Pour vous, est-ce que c'est la meilleure formule? C'est un jeu de mots. Quoi qu'il en soit, dialogue ou négociation, à un moment donné, on s'assoit face à face avec quelqu'un. C'est bien de pouvoir les identifier. C'est bien de pouvoir proposer des solutions. Notamment, j'ai entendu parler de la réinsertion, de l'aide au développement, notamment dans la réalisation des projets. Mais je ne pense pas que fondamentalement ce soit
ça la question. Parce qu'on a dit qu'il y a des Burkinabés dedans, ils se sont retrouvés dedans. Ce n'est pas par manque d'activité. Mais c'est un autre comportement qui est en train de s'introduire. C'est des gens qui sont venus avec leur projet. Donc vous doutez de l'issue de ces dialogues? Je dis que favorable, je veux dire. Il y aura quelques signaux, mais ça ne résoudra pas le problème. Parce que ce n'est pas les quelques Burkinabés qui sont dans la mouvance, dans cette mouvance-là. Ce n'est pas eux les trafiquants de cigarettes. Ce n'est pas eux les trafiquants de drogue. Ce n'est pas eux les trafiquants de devises. On a parlé de Aglakwa, de la route de la drogue pour aller en Europe et tout. Ça, ce n'est pas des Burkinabés. On est petit pour entrer dans ce jeu-là. Ah oui. Il y a d'autres intérêts qui sont plus gros. Donc ce n'est pas seulement le problème des combattants. Non, le problème... Mais derrière, on crée la fumée pour pouvoir... Aujourd'hui, on cristallise toutes nos choses. C'est les Burkinabés, c'est nous-mêmes, nos frères. Mais nos frères sont dans des conditions vraiment précaires, donc ils sont sensibles pour 1000, 2000, 5000, 50 000 francs. Mais ce n'est pas ça, l'enjeu réel, ce n'est pas ça. Est-ce qu'à terme, ces dialogues... Puisque de toute manière, les gars qui sont là, ils ne sont pas venus pour prendre un pouvoir. Même si vous leur donnez le pouvoir, ils ne le prendront pas, parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils font du terrorisme pour pouvoir cacher d'autres activités. Mais est-ce que ce dialogue-là ne peut pas permettre de remonter jusqu'aux têtes là? Ceux qui sont à la tête là n'ont pas intérêt à ce que ça marche. Même si nous voulons. Parce que nous piétinons des intérêts qui dépassent de loin économiquement l'offre burkinabé. Vous pensez à quoi? À du tout militaire? À du tout militaire, comme je dis, il y a la négociation pour nos éléments à nous, les Burkinabés qui sont... C'est de leur montrer aussi, les amener à comprendre le péril qu'ils font courir au Burkina Faso. Mais plus que ça, il faut vraiment sortir les défenses, parce que cette guerre-là, ce n'est pas une histoire de quelques petits Burkinabés qui se retrouvent en marge de la société. Ça dépasse ça. Ça dépasse ça. Les intérêts sont ailleurs. Alors, mais les trois pays, par exemple, d'ailleurs, ne parlent pas le même langage, le Mali, le Burkina et le Niger. On ne sent pas que ces pays-là sont réellement se resserrent les coudes dans le cadre de la... Oui, parce que depuis le départ, moi j'ai une partie du Mali en moi. Et je sais que les Maliens, pendant longtemps, nous ont voulu parce que nous n'avons pas été solidaires de leur lutte. Je salue les dernières initiatives qui ont montré nos autorités qui sont allées au Mali. J'ai dit, tant mieux si ça commence maintenant. Mais ça aurait dû commencer il y a plus de 10-15 ans. Les Maliens étaient offusqués de voir que quand il y a des problèmes, c'est du Burkina Faso, on part même rentrer peut-être parfois en territoire malien pour résoudre le problème. Et ils pensent que nous étions des complices. Sinon, qu'est-ce que ça coûte que ces trois pays se retrouvent dans cette zone-là? Chacun déverse toute son armée. Le lendemain, il n'y aura pas un seul terroriste. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Parce que ils ont le front, mais ils écoutent aussi d'autres paroles derrière. Ils ont l'oreille tendue vers d'autres sources d'intérêt. Vous avez écouté le président du Niger qui s'en est plus au Mali. Oui, tout à fait. Et qui avait fâché par moi Bamako. Or, qui refusent que tel ou tel autre pays vienne à la réunion du G5. Est-ce que ça, c'est de sa responsabilité? Si ce n'est pas parce qu'il est l'écho d'une autre voix. Alors, il y a aussi, comment on appelle ça, la menace de la CEDEAO qui plane. C'est vrai que le Burkina a demandé une rallonge, un délai supplémentaire. Qu'ils vont accorder, je pense. Parce que de toute manière, à force, si eux aussi, CEDEAO tirent trop, ils vont se retrouver une coquille vide.
Tous les États vont. Parce que quoi qu'il en soit, on n'est pas. Le CEDEAO des États, ce n'est pas des chefs d'État. Est-ce que nous pouvons survivre aux sanctions de la CEDEAO? Survivre, s'il y a des sanctions au niveau de la CEDEAO. Mais quoi des CEDEAO nous nourrit aujourd'hui? Mais puisqu'il y a des échanges entre les différents pays, si on oui, les sanctionne, mais s'il continue, j'ai dit, vous avez vu déjà le Mali qui est en train de trouver ses portes de sortie. Mais condamner le Mali aussi, c'est condamner d'autres pays. Le Sénégal aujourd'hui n'a pas un grain de riz. On croit faire le mal au Mali seulement, mais tout le monde va payer, va aller à la caisse. Nous n'avons pas intérêt à jouer ce jeu-là, à rentrer dans ces politiques qui sont définies ailleurs et qu'on nous l'impose. Or, aujourd'hui, la communauté économique obéit à d'autres ordres, à d'autres instructions. Oui, ce n'est pas la première fois que vous dites des ordres ou bien ils sont porteurs d'une autre voie. Vous pensez à qui? Je pense principalement à la France. Une autre accusation vis-à-vis de la France? Mais oui, que j'assume. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est la France? Quand j'entends seulement dire, chaque fois qu'il y a un problème, je dis, je vais m'adresser aux dirigeants de la CEDEAO qui vont prendre les mesures. Vous êtes qui pour vous adresser à la CEDEAO pour dire qu'ils vont prendre et pour conclure qu'ils vont prendre des mesures? La façon même de s'exprimer montre qu'il y a quelque part une force, que vous vous attribuez une force d'imposition. Ça a été son langage. Dernièrement, ou même par rapport à l'Ukraine, on parle de la famine, certaine qui est en train d'arriver. On va s'adresser à nos amis africains pour voir comment pallier à la chose. Ça veut dire quoi? L'Afrique va être un champ, on va cultiver pour leur vendre nos produits. C'est encore, on retourne au temps de la guerre mondiale où on travaillait pour nourrir le front. Des fois, il faut faire des lectures, il faut écouter ces gens quand ils parlent. Il y a des petits bouts de mots qui définissent totalement la pensée. Alors, nous sommes en pleine transition. C'est vrai, j'ai dit qu'il y a la CEDEAO qui menace. Pour vous, il faut aller au-delà de la CEDEAO des chefs d'État pour aller à cette CEDEAO, effectivement, des peuples. Mais aujourd'hui, c'est une CEDEAO qui a de la difficulté parce que elle a des pays à l'intérieur. Il y a des principes et des lois qui ont été fixés qui n'ont pas été respectés par des pays comme le Burkina, le Mali et la Guinée. Mais la CEDEAO aussi a un droit de pouvoir interagir. Oui, mais le problème est que la CEDEAO a déjà, de par son comportement, créé ils ont permis à des situations d'être, notamment il y a la Cour de justice a pris des arrêts contre certains pays, mais il n'y a pas eu quelqu'un pour imposer. Dernièrement, le Mali a gagné son procès. Pourquoi un ou deux pays obligent la CEDEAO à ne pas suivre les injonctions de la Cour? Donc c'est la CEDEAO même qui est en train de se fourvoyer. Et aujourd'hui, personne n'y croit, sauf les chefs d'État qui y trouvent leur intérêt. Le CEDEAO, moi, personnellement, j'ai toujours voulu qu'il y ait... Aujourd'hui, après 20-30 ans, il faut réviser le contenu de la charte. De la charte. Parce qu'elle ne cadre plus. Pour le moment, c'est la CEDEAO des chefs d'État, pas des États. Ils décident tout, il n'y a jamais de référendum pour adopter telle ou telle chose. Il y a des mesures où nous perdons nos souverainetés. Mais pour en arriver là, il faut passer par la loi, chose le dit, il faut passer par le référendum national. Mais nos chefs d'État ont bazardé nos souverainetés. D'accord. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. C'est la dernière question que je vais vous poser. C'est vous-même, vous êtes à la retraite. Alors, en dehors de vos problèmes de pied qui font que vous tenez la canne, vous avez bonne mine, vous vous occupez maintenant de l'agriculture.
on pourrait se demander à quoi rythme le quotidien de notre retraité actuellement. Ben, moi, malgré mon âge, j'estime que pour poser cette canne-là, ce serait le jour de ma mort. Vous bougez? Je vais bouger tant que Dieu va me donner du souffle et la volonté de pouvoir travailler. Et que vous vous occupez à quoi actuellement? Je m'occupe de maraîchage. Notamment, j'ai fait la promotion de la culture hors sol, sous serre, au Mali, bientôt aux choses au Congo. Bon, pour ceux qui sont allés, ils ont vu avec mes parents qui sont venus installer chez l'Arlé Naba pour promouvoir cette forme de maraîchage, cette forme de culture qui est la solution à nos problèmes alimentaires de demain. On n'a pas le choix. Nos sols sont fatigués, sont appauvris. Il faut trouver d'autres formes de production. Et ça, c'est possible. Donc c'est à ça pour le moment, c'est à ça que vous occupez? C'est à ça, et je continue de faire du cinéma. J'enseigne à l'ISIS ici, l'école que j'ai créée. Et je m'occupe toujours de diversité culturelle avec un peu de recul, parce que là encore, l'Occident nous a amené sur un terrain où aujourd'hui il est le seul à en profiter. De culture, plutôt, c'est nous qui sommes envahis, et donc il y a peut-être d'autres réflexions à faire. Il y a ça, et puis comme je dis, je donne les cours ici, je donne au Bénin, et partout où on peut avoir besoin de formation, à l'ENAM, à Ouagadougou ici, et donc voilà, je bouge, je refuse de m'asseoir parce que je me rappelle, et ça c'est un débat peut-être qu'il faut animer un jour, pourquoi nous garder longtemps en fonction, alors que si on sort à un certain âge, on peut encore aller créer d'autres activités pourvoyeuses d'emploi et de recettes ailleurs, et laisser la place aux jeunes, parce que c'est un des sujets qui m'a amené justement à Sens, c'était la foi que j'ai en la jeunesse. Et je ne crois pas à tous ceux qui disent que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Non, pour moi la jeunesse c'est le présent d'un pays. D'accord. Il faut commencer maintenant à lui donner les armes de ses luttes à venir. Voilà qui est bien dit, Monsieur Ouedraogo. Je rappelle que nous étions avec Rasmané Ouedraogo, homme politique, homme de culture, donc promoteur de la maraîcher-culture au niveau du Burkina, du Mali et bientôt au niveau du Congo. C'est déjà d'ailleurs en chemin. Vous êtes membre du mouvement Sens. Nous vous disons merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la radio Watt FM et de la télévision Tri TV. Mesdames, Messieurs, merci vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Au revoir, et on se donne rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Bien des choses chez vous.